hop, les arcs de crise dans le monde depuis le début de la guerre froide. Dès que tu as vu ce sujet, Emma, dès que tu as pris connaissance, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu étais contente d'avoir passé les concours l'année dernière ou pas? Ça t'a Oui, inspiré quoi? ouais, je suis plutôt contente de les avoir passés l'année dernière parce que le sujet, les arcs de crise, c'est quand même assez conceptuel. Enfin, c'est vraiment une notion précise sur un auteur en particulier. Donc c'est quand même assez étonnant. Mais non, c'est vrai que c'est assez conceptuel et après, ça aborde quand même une thématique assez large sur la conflictualité. Donc après, ça reste général comme thématique. Même dans Ok. le temps, on remonte assez loin quand même dans le programme. Donc là, on avait la perspective historique, hein, d'ailleurs comme à Écricom, Mm. avec le sujet portant sur la défense, où on avait la présence du terme 1900, enfin de l'année, pardon, 1950. Là, on a le début de la guerre froide, encore une fois, ici, voilà, on peut difficilement se tromper. Je partage actuellement à l'écran les documents, parce que l'épreuve de GeoPoESec, oui, est accompagnée de différents documents. Est-ce que tu peux nous décrire, Emma, les différents documents Ouais. qui étaient présentés? On est actuellement en train de diffuser le document 1. Donc le document 1, donc c'est une carte du monde selon la vision de Spikeman. Et donc c'est vraiment l'opposition entre, enfin, c'est avec le Earthland, donc et tout ce qui est la partie européenne, Eurasie un petit peu. Et donc c'est les grands empires quand Spikeman fait sa théorie. Et on a le Rimland après qui entoure tout, le Earthland. Et donc le Rimland, c'est vraiment cette zone stratégique, donc périphérique, et qui a contrôlé en fait. Et il y a un peu, enfin, cette phrase, c'est qui contrôle le Rimland contrôle le monde. Et donc, en contrôlant le Rimland, ça permet d'avoir une puissance assez importante. Et c'est donc un espace vraiment stratégique. Et avec une temporalité qu'on voit qui est assez intéressante. On s'arrête à 1943, je dirais à l'aube Oui. de la guerre froide, donc c'est aussi intéressant lorsqu'on va utiliser ce document de s'en servir de cette sorte. On a ensuite un Mm. document 2 qui est issu donc d'un ouvrage, Les fronts de rivalité américano-soviétiques, et moi je te laisse commenter. Oui. Donc là, le document 2, ça provient du grand échiquier de Brzezinski, qui est le théoricien de l'arc de crise. Donc en fait, enfin, c'est dans cette, enfin, là, c'est un très court texte vraiment sur la rivalité entre les États-Unis et l'URSS, mais ça montre que l'arc des crises, c'est un concept qui est empreint de cette rivalité-là et qui a été utilisé par les Américains pour contrer l'influence soviétique pendant la guerre froide. Donc c'est un peu l'origine de ce concept de l'arc des crises. Ok, bon, bah, ça c'est intéressant. On a ensuite un document 3, donc l'arc de crise de l'Atlantique à l'océan Indien. Mm. Donc là, le document 3, c'est la définition française de l'arc de crise, donc dans le livre blanc de la défense en 2008. Et c'est donc le texte qui définit en tout cas la politique étrangère française et donc la stratégie de la France dans sa politique extérieure dans les années 2010. Même si le terme d'arc de crise a disparu après en 2013 dans la nouvelle version du livre blanc, ça montre quand même que la France, elle souhaite maîtriser un espace et que notamment, enfin, l'espace qui est donc défini, qui passe par le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et qui part aussi avec le Sahel, qui est quand même imprégné du Sahel pour le cas de la France. C'est dans cet espace-là que repose vraiment la sécurité mondiale pour la France. Donc c'est assez intéressant aussi. Merci Emma. Et enfin, donc là, on va avoir les deux derniers, enfin les trois derniers documents, pardon. Mm. Le sujet était composé de six documents. On a encore une carte sur ce document 4. Donc le document 4, donc là on parle de croissant de crise, donc enfin, c'est quand même très proche de l'arc de crise. Et donc ça c'est Pierre Biarnès. Et donc là c'est au début des années 2000, donc là encore on change de temporalité, donc on voit un peu l'évolution dans le temps. On peut voir enfin, de l'arc de crise de Brzezinski ou même de Spikeman, on évolue aussi dans les espaces. Et donc là on voit que l'arc de crise il concerne aussi l'Europe de l'Est jusqu'à la Corée, donc qui est beaucoup plus élargie et espacée, en tout cas sur la planète, en tout cas, il prend beaucoup plus de zones en compte. Donc on voit que les zones de conflictualité, elles sont aussi beaucoup plus vastes pour cet auteur, et donc ce qui montre l'importance aussi de la sécurité, d'arriver à avoir une sécurité mondiale qui est quand même assez compliquée. On a encore l'arc de crise, donc Mm. une carte mentale française, ici de Fouché sur ce document, document Mm. 5. Bah là, Fouché, il va vraiment.
souligner un petit peu l'utilisation aujourd'hui de l'arc de crise par la France, qui est l'un des derniers pays à l'utiliser dans la définition de sa stratégie de la politique extérieure. Mais il montre que c'est surtout aussi un outil politique plus que géopolitique, vu qu'il va surtout définir les interventions militaires de la France aujourd'hui et servir à les justifier. Et enfin, dernier document, la Mm. pérennité de la formule, donc également une extraction d'un texte de Helmut. Là, il va surtout souligner un petit peu l'actualisation de ce concept d'arc de crise et montrer aussi l'intensification de la conflictualité, notamment avec les printemps arabes, dans tout ce qui est dans le Maghreb, mais aussi au Moyen-Orient. Il va montrer qu'il y a de nouveaux enjeux, comme le terrorisme et des conflits religieux et ethniques à partir des années 2000. Donc la conflictualité évolue, mais dans le type de conflictualité, on dépasse le contexte de la guerre froide et on passe à des conflictualités beaucoup plus internes dans les États en tout cas. Hyper intéressant. Merci beaucoup, Emma. On va se plonger tout de suite sur ce sujet, les arcs de crise dans le monde depuis le début de la guerre froide. Je vais tout de suite vous partager cette très belle analyse que nous a faite Emma, qui avait bien performé justement sur les différentes épreuves de Géopo. La Géopo qui a un coefficient, pour rappel, on le diffuse là actuellement à l'écran de manière plus générique, un coefficient qui varie entre 5 à 8 en fonction des différentes en fonction des écoles premièrement et en fonction également de votre spé. Si vous avez pris maths pro, le coefficient sera légèrement inférieur. Si vous avez pris maths appliqué, le coefficient sera légèrement supérieur. Donc là, il y a les coefficients qui s'affichent. Si vous voulez checker, n'hésitez pas à mettre pause. Également, toutes les écoles qui ne sont pas utilisatrices de cette Géopo ESSEC et DEC, à savoir, donc il y a la Géopo, il y a l'ESSEC qui utilise cette Géopo ESSEC, il y a l'EDEC bien évidemment, et il y a également GEM, me semble-t-il, qui utilise cette conception ESSEC. Les autres écoles utilisent directement la Géopo ESCP qui va très prochainement d'ailleurs avoir lieu. On va se plonger donc directement dans cette analyse, donc là où tu nous as dans un premier temps fait une analyse de document pour remettre tous ces éléments en perspective, et merci pour cela Emma. On va analyser le sujet ici, comment on arrive à analyser les différents termes du sujet, et est-ce que le concept d'arc de crise qui est au cœur de ce sujet peut être mobilisé directement par tous les candidats. Est-ce que tous les étudiants savaient spontanément que c'était Brzezinski qui était à la tête de cette notion? Ça, c'est un auteur incontournable. Après, on ne le voit pas forcément par le prisme de l'arc de crise. Après, je pense que la plupart des profs en parlent, ou même la plupart des candidats ont pu rencontrer ce terme d'arc de crise dans le cours, notamment sur la partie conflictualité dans les années 90. On parle souvent de ce concept d'arc de crise, mais c'est pas le concept phare non plus. Donc, il se peut qu'il y ait certains candidats qui ne savent pas quel est le théoricien et qui est celui qui l'a vraiment utilisé le plus, qui est Brzezinski, même si c'est pas lui le théoricien. Euh, Peu de candidats, je pense, savent. Enfin, il peut y avoir des candidats qui ne savent pas ça. Mais donc, si on reprend le concept donc d'arc de crise, il a été utilisé par Brzezinski donc en 1978 pour décrire en fait une zone géographique qui part du Maghreb jusqu'en Asie du Sud, et donc une zone marquée par des conflits violents, mais aussi des instabilités politiques régulières. Et c'est dans une zone notamment d'influence entre les États-Unis et l'URSS. Donc c'est vraiment une zone où ces deux superpuissances, donc à l'époque, vraiment on voit leur influence s'opposer. Et donc en tout cas, le concept, il a été créé par Bernard Lewis, qui était conseiller au département d'État, qui est donc le département chargé de la politique extérieure, donc c'est un peu le ministre des Affaires étrangères aux États-Unis. Mais donc c'est ces deux personnes-là qui ont vraiment utilisé le concept d'arc de crise à partir de la fin des années 70 et massivement dans les années 80. Après, dans le sujet, la guerre froide, je pense que la plupart des candidats savent la définir. Donc, il fallait bien mettre les bornes chronologiques, donc de 47 à 91. Après, il fallait souligner, il y avait des tensions idéologiques, militaires, avec des affrontements indirects entre les deux superpuissances, et donc des conflits interposés, notamment dans les pays du tiers-monde. Après, je pense que c'est assez classique comme définition. Et après, je rappelle quand même un peu l'utilisation du concept d'art des crises dans la politique extérieure américaine.
qui est donc utilisé notamment pour justifier leurs interventions militaires dans le monde entier, que ce soit en Afghanistan dans les années 2000, mais aussi auparavant, que ce soit au Vietnam. Ça a pu justifier notamment l'intervention au Vietnam. Intéressant. On arrive donc à la problématique suivante que tu as Mm. posée. Comment les arcs de crise ont-ils évolué depuis le début de la guerre froide et concernant et concentrent pardon, les tensions et les enjeux géopolitiques. Donc pour faire ce Mm. sujet-là, tu nous as fait une proposition de plan détaillé qu'on voit actuellement. Je te laisse dérouler Emma avec cette première partie ici concernant l'émergence des arcs de crise au moment de la guerre froide. Donc, je suis partie quand même sur un plan chronothématique lié à la notion d'arc de crise. Donc, c'est vraiment au travers des époques, on va dire, des grandes périodes, qu'on va pouvoir dérouler un peu l'arc de crise, le modifier, ses différentes définitions géographiques, mais aussi sur quel type de conflictualité sur quel type de conflictualité, enfin, de quel type de conflictualité on parle. Et donc là, donc, dans la partie 1, donc on va partir du début de la guerre froide. Donc on a l'émergence donc des arcs de crise. Première sous-partie, bah, c'est une clé de lecture de la rivalité Est-Ouest entre les deux blocs. Et donc là, on peut se servir du document 1 et du document 2. Document 1 pour dire que c'est une application de la stratégie de la maîtrise du Rimland de Spikeman. En effet, les États-Unis, comme l'URSS, essayent d'avoir de l'influence dans ce Rimland qui concentre et qui est l'arc de crise pendant la guerre froide, notamment. Et donc, bah, à travers notamment aussi la stratégie du containment, les États-Unis vont essayer de bloquer l'influence des États-Unis dans cet espace. Donc, on peut prendre la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, même après les conflictualités en Afghanistan lors de la prise de pouvoir des Moudjahidines. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'exemples. Je pense que là, les exemples sont assez variés durant la guerre froide parce qu'on a pas mal de conflits interposés entre les États-Unis et l'URSS. Donc là, enfin, c'est vrai que j'ai mis pas mal d'idées. Voilà. Après, dans la deuxième sous-partie, j'ai mis une utilisation et surtout une instrumentalisation par les deux blocs. En effet, l'arc de crise, c'est un espace, c'est des conflits qui sont surtout instrumentalisés par les deux blocs et cette logique, en tout cas, de monde bipolaire. Et donc, c'est des guerres par procuration. On utilise ces conflits pour servir ses propres intérêts, pour avoir de l'influence, pour gagner en influence. Là, j'ai mis qu'on pouvait prendre l'exemple de la crise de Cuba, même si ça rentre pas dans l'arc de crise. Ça fait partie quand même du Rimland, selon, et on peut le définir en tout cas dans l'arc de crise si on arrive à bien le justifier, parce que c'est un espace où les intérêts de chacun des pays sont présents, c'est un espace d'influence. Donc en tout cas, si on arrive à bien le justifier, la crise de Cuba, ça peut fonctionner comme exemple. Mais après, on peut reprendre un des autres exemples que j'ai mis dans la sous-partie A. Si on l'a pas utilisé dans cette sous-partie-là, il n'y a aucun problème. Et dans la troisième sous-partie, je rappelle en tout cas l'origine du concept de arc de crise qui est utilisé par Brzezinski, tout d'abord pour définir la politique étrangère des États-Unis dans les pays musulmans. C'est vraiment ça la première utilisation, que c'est notamment utilisé au Moyen-Orient, au Proche-Orient, mais aussi au Maghreb après. Et donc, ça sert souvent à justifier l'intervention des États-Unis, mais c'est aussi une certaine forme d'ingérence étrangère de la part des Américains qui souhaitent contrôler les États pétroliers pour garantir en tout cas leurs approvisionnements en hydrocarbures aussi. Et donc, on parle souvent, avec cette définition de l'arc de crise, de la balkanisation du Moyen-Orient et aussi la volonté de contrôle ou de maîtrise de l'influence américaine dans des pays comme l'Iran ou l'Irak, qui sont au cœur, en tout cas, de la géopolitique régionale. Donc c'est aussi souvent pour ça qu'on a c'est à cette fin-là, en tout cas, qu'a utilisé l'arc de crise par Brzezinski dans la politique américaine, lorsqu'il conseille, en tout cas, les présidents américains. Et donc là, j'ai mis la référence de Georges Mutin, qui en 2002 parle du Maghreb au Moyen-Orient, un arc de crise. Et donc, en tout cas, ici, on retrouve bien cette dimension politique étrangère dans les pays musulmans par Georges Mutin, qui a beaucoup travaillé sur la conflictualité au Moyen-Orient notamment.
Très intéressant. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions directement à nous les poser. Précision ici, bien sûr, il s'agit d'une suggestion de Oui, oui. plan. Voilà, encore une fois, si vous n'avez pas mobilisé les mêmes références ou autres, il n'y a pas de problème spécifique. Deuxième partie, Emma, ici, donc, je partage à l'écran, évolution et nouveaux arcs de crise après la guerre froide. Donc là, c'est l'entrée dans un monde multipolaire et des recompositions des puissances. Donc là, ici, si tu peux amorcer cette Mm. partie avec une première sous-partie sur le concept post-guerre froide. En effet, enfin, on a vraiment une évolution du concept d'arc de crise dans ce contexte post-guerre froide, notamment avec un concept qui sort de la bipolarité du monde. On n'est plus sur une logique de bloc Est-Ouest, on est vraiment sur un monde unipolaire puis multipolaire. Et donc en fait, on a vraiment des pays qui vont prendre ce concept euh, à leur sauce, enfin, comme la France. Et donc là, on peut prendre l'exemple du document 3, où la France va utiliser ce concept d'arc de crise dans son livre blanc de la défense. Et donc, elle va utiliser le concept d'arc de crise pour justifier sa politique extérieure, définir sa stratégie d'intervention militaire. Et donc, beaucoup de pays vont utiliser et vont intégrer ce concept pour définir leur stratégie extérieure sans dépendre des États-Unis et donc avoir aussi cette indépendance des États-Unis. Et donc, là, on peut prendre l'exemple, par exemple, des interventions françaises au Sahel ou en Libye. C'est vraiment par ce concept d'art de crise qu'on va justifier l'intervention en Libye euh, face à la dictature de Muammar Kadhafi. Donc c'est au prisme, au prisme de ce concept qu'on va intervenir militairement, notamment dans le cadre de la France. Après, en deuxième sous-partie, j'ai voulu parler quand même de l'évolution du concept d'art de crise au travers de l'évolution des conflictualités, parce qu'on fait face à de nouvelles menaces, comme le terrorisme, les conflits identitaires, que ce soit religieux ou ethniques, l'instabilité politique. Et donc les pays vont intervenir militairement, ou en tout cas euh, sous la forme d'ingérence étrangère dans les pays qui composent l'arc de crise, notamment face à ces nouvelles conflictualités, notamment parce qu'il y a beaucoup moins de conflits interétatiques, mais beaucoup plus de tensions et de conflictualités intra-étatiques. Et donc, on peut voir que le vide laissé par l'URSS dans les pays, notamment d'Asie centrale comme l'Afghanistan, va avoir une montée en intensité des conflits, de la conflictualité entre certains pays comme l'Iran, l'Irak, mais aussi, enfin, par exemple, si on prend le cas de l'Afghanistan, entre les populations. Et donc, par exemple, les talibans vont vouloir prendre le pouvoir. Et donc, on peut voir qu'il y a quand même une intervention extérieure des États, que ce soit notamment occidentaux, dans ce pays, suite au désengagement de l'URSS. Et donc là, on voit qu'il y a de nouveaux acteurs aussi dans l'arc de crise. Ce n'est plus seulement des États, mais il y a aussi des groupes paramilitaires, des groupes terroristes. Enfin, donc, on voit aussi qu'il y a beaucoup plus d'acteurs dans cet arc de crise, ce qui engendre aussi une complexité des conflictualités à ce moment-là. Et donc, on passe à la troisième sous-partie. Et donc là, on voit qu'on est dans un monde multipolaire. Il y a des nouvelles aires d'influence et de tension. Et donc, le concept, il est aussi moins adapté qu'auparavant, parce c'est un outil géopolitique au service de la bipolarité du monde. Et donc là, on peut voir que avec un monde multipolaire, même si on a l'émergence de nouvelles puissances comme la Chine et l'Inde, mais le retour de la Russie à partir de 2008 avec les conflits en Géorgie, on voit qu'il y a des nouvelles aires d'influence. La Chine, elle veut beaucoup plus s'implanter dans certains États. Et donc, si on prend l'exemple de la Chine, on a beaucoup d'ingérences étrangères, notamment parce que la Chine, elle va investir massivement dans des pays africains ou en Asie du Sud-Est. Et ainsi, elle va s'assurer d'avoir des alliés, notamment dans le cadre de décisions politiques à l'ONU concernant la reconnaissance de Taïwan ou les sanctions à l'égard de l'Ukraine. Elle va s'assurer que une grande partie des pays du Sud global va se rallier à elle dans le cas des décisions qui vont être prises. Au top, on a une question d'un étudiant qui nous a Mm. dit que l'utilisation des documents se fait de manière chronologique, c'est-à-dire documents 1, 2, 3 et 4 de cette manière-là. En fait, étant donné que les documents aussi, dans le point de vue temporalité, en Oui. fait, sont dans une temporalité croissante, je dirais du plus ancien au plus récent, hormis l'ouvrage de 2010, ça s'explique assez naturellement, étant donné qu'Emma a opté ici pour un plan chrono Oui. thématique.
Oui, et en plus, dans la plupart des sujets, les documents sont rangés par ordre chronologique. Donc ça, c'est aussi. une habitude du concours, hein, la plupart du temps. Donc c'est pour ça. Mais là, c'est vrai que ça se prête bien au sujet, mais dans d'autres sujets, c'est pas le cas. On les prend pas chronologiquement dans la dissertation, les documents. Mais ça, faut le rappeler aussi, c'est toujours bien vu d'utiliser les documents dans la dissertation, surtout si on manque de références. Enfin, ce sera toujours bien vu et on vous le reprochera pas d'utiliser les documents dans la dissertation, hein, c'est pas un problème. Donc, au contraire, ils sont Mm. là pour ça. Depuis les années 2010, persistance donc des arcs de crise et de l'implication des grandes puissances dans la géopolitique mondiale malgré les mutations géopolitiques. Là, on est sur ta troisième et dernière Oui. partie, Emma. Oui, donc j'ai fait une transition avec Michel Fouché en disant que aujourd'hui c'est vraiment un outil politique plus que géopolitique pour le cas de la France. Et donc on voit que on utilise toujours ce concept d'arc de crise parce qu'il y a une persistance aussi de ces arcs de crise, malgré qu'il y ait des mutations géopolitiques et les grandes puissances, que ce soit les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, sont toujours très impliquées dans la géopolitique mondiale, mais dans la gouvernance mondiale aussi, malgré qu'il y ait de nouveaux acteurs, comme on a pu le voir dans la troisième sous-partie, la partie d'avant. Mais ces acteurs, comme la Chine ou l'Inde, aujourd'hui sont encore très peu impliqués. Et donc, dans la première sous-partie, donc je parle vraiment de cette persistance des arcs de crise, des foyers de tension. On voit qu'on a quand même peu d'évolution sur les zones de conflictualité, malgré par exemple que Pierre Bernès montre une évolution, un agrandissement en tout cas des arcs de crise avec l'Europe de l'Est ou les Balkans, le Caucase ou encore aujourd'hui l'Ukraine. On reste quand même sur des conflictualités quand même très traditionnelles depuis les années 70, que ce soit le Proche-Orient, le Moyen-Orient ou encore les pays du Maghreb, avec des conflictualités qui sont aussi avec des motifs qui restent quand même assez courants, que ce soit des motifs religieux, enfin, la plupart du temps, ou l'instabilité politique. Et donc, là, on peut prendre par exemple le document, le dernier document, qui parle de l'accentuation, en tout cas, des conflictualités avec les printemps arabes. On voit que c'est aussi beaucoup plus de conflits qui impliquent les populations civiles. Et donc ça, c'est notamment ce que souligne Sylvie Brunel sur l'arc de crise sahélien et la décennie du chaos. Elle va montrer qu'il y a quand même une permanence des tensions liées aux conflictualités entre les populations et notamment les ethnies dans le Sahel et dans l'Afrique subsaharienne. Parce qu'on voit qu'il y a quand même un élargissement de l'arc de crise en Afrique, aussi beaucoup plus vers le sud. Dans la deuxième partie, je montre quand même que les grandes puissances sont toujours au cœur de cette gouvernance mondiale et qu'il y a une difficile intégration des nouvelles puissances que j'appelle donc les BRICS plus. Malgré quand même il y a une recomposition des puissances, c'est indéniable de noter que la Chine ou l'Inde aujourd'hui sont de grandes puissances mondiales, mais elles sont quand même très effacées, en tout cas dans l'utilisation ou en tout cas dans leur implication, on va dire, officielle dans l'arc des crises. Il y a peu d'interventions militaires extérieures, malgré qu'il y ait quand même des ingérences politiques qui sont quand même très marquées. Et donc là, je prends l'exemple de la Syrie, où on voit que les États-Unis, la France et la Russie sont les trois acteurs historiques des arcs des crises qui utilisent ce concept, et c'est les trois pays qui sont massivement engagés dans ce pays-là, que ce soit militairement ou même politiquement. Ils ont beaucoup d'enjeux dans cette région, et c'est donc ces acteurs-là qui vont envoyer des armes, des soldats, qui vont être là pour les négociations. Enfin, on voit que c'est quand même des acteurs historiques qui restent engagés dans les arcs des crises militairement. Et donc, dans la troisième partie, je pose quand même la question de l'avenir. Quel avenir ce concept a d'arc des crises, que Michel Fouché il souligne quand même qu'il est beaucoup moins adapté à la période. Et donc là, par exemple, il y a l'exemple de Charles Thépaut que j'ai trouvé, qui montre qu'il y a quand même une importance de l'arc des crises et qui se resserre aujourd'hui beaucoup plus sur les rives de la Méditerranée, sur le Proche-Orient, qu'on en a un peu moins dans tout ce qui est Asie centrale, notamment parce qu'il y a un désengagement militaire des pays occidentaux. Et on peut voir que y a quand même une cristallisation des tensions aussi entre ces pays qui sont dans les arcs des crises, que ce soit par exemple dans les pays du Maghreb. Il y a quand même beaucoup de tensions avec les pays occidentaux. Et c'est aussi le cas dans le Caucase. Il y a beaucoup de tensions avec les pays occidentaux, notamment les pays européens. Et on peut quand même, dans l'avenir de cet arc des crises, voir quand même une montée en puissance de la Chine et l'Inde, qui développent leur armée, qui commencent à avoir une puissance militaire.
et face à la fragmentation de l'Occident avec l'arrivée de Donald Trump, qui va complexifier quand même la gestion des conflits par les grandes puissances. On peut quand même peut-être voir dans la gouvernance mondiale l'arrivée de pays comme la Chine ou l'Inde dans les années à venir. Au top, hyper Mm. intéressant. Au niveau des questions, donc là, on a eu des étudiants qui nous ont dit être surpris par la formulation du sujet. Donc là, Mm. ça, c'est vrai que c'était pas, enfin, un peu le cas pour pas mal d'étudiants Ah de bah, ce je qu'on a comprends. eu. Merci beaucoup, Mm. Emma, hyper intéressant. Trop bien, j'ai réussi à mobiliser Sylvie Brunel également. Trop bien, nickel. On n'a pas de questions spécifiques hein, de ce que je vois. Je remonte un petit peu. Non, non. Pour le coup, c'est assez clair. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Emma, à quelques jours de la dernière épreuve, Géopo ESCP, qui vaut pour la quasi-totalité des écoles de la BCE, à l'exception Mm. de l'ESSEC, de l'EDEC et de GEM, quels conseils on donnerait aux candidats ici? Bah, contrairement à la dissertation de l'ESSEC, il faut quand même beaucoup mieux maîtriser son temps pour la dissertation de l'ESCP parce qu'il y a une carte à réaliser. Et donc, c'est quand même un exercice plutôt différent parce qu'il faut quand même aller beaucoup plus vite sur le plan, enfin, pour trouver les références, les exemples. Et après, je pense qu'il faut aussi pour le plan de la carte, faut pas se prendre la tête non plus. Il faut garder le même plan que sa dissertation, quitte à simplifier les sous-parties, en mettre que deux certaines fois. Mais faut pas changer complètement de plan. Faut garder la même problématique. Et bon, faut toujours faire attention aux soins dans la carte. Ne pas hésiter quand même à mettre pas mal de figurés. Enfin, une bonne carte complète, c'est une quinzaine de figurés. Donc ça, faut pas hésiter. Mettre de la couleur, surtout des crayons de couleur. Ayez des crayons de couleur avec vous, pas de surligneur, pas de feutre. Faire attention. Enfin, voilà. Après, dans la dissertation, je pense que en termes de pronostic de sujets, comme la semaine dernière, enfin, je dirais quand même il y a des sujets classiques qui peuvent retomber sur les ressources. Bon, là, la guerre, elle est tombée un peu avec ce sujet, avec la conflictualité. Mais sinon, un sujet régional, ça peut aussi tomber. Pourquoi pas avec l'Asie, qui tombe assez rarement. Donc, on va voir. On va voir ça lundi prochain. C'est ça. Eh ben, on sera au Oui. rendez-vous. Un grand merci Emma pour la qualité de ton analyse. N'hésitez pas donc directement à aller consulter l'analyse d'Emma qui est disponible dans la rubrique Instant Concours, analyse du sujet donc Géopo et SEC. Merci beaucoup Emma.